Madame la ministre, je m'adresse à vous en priorité. Vous ne pouvez imaginer à quel point la communauté maladies rares est particulièrement touchée par votre venue aujourd'hui. Vous nous aviez déjà honoré de votre présence à Rares 2017 et c'est très important de vous retrouver pour cette édition de Rares 2019, plus d'un an après le lancement de ce 3e plan maladies rares, dont la réussite est capitale pour tous. Les attentes des malades sont grandes en termes de diagnostic et de traitement, tout comme celles des chercheurs, pour avoir les moyens de faire progresser la recherche, ou encore celles des entreprises du médicament, pour pouvoir mettre à disposition des patients plus rapidement leurs innovations, et évidemment en tenant compte des spécificités des maladies rares, le plus souvent sans traitement alternatif et grave. Comme vous l'avez déclaré à de nombreuses reprises, vos prises de décision sont guidées par l'intérêt des malades. C'est cette même volonté qui nous unit, ici tous présents, qui unit tous les acteurs impliqués dans les maladies rares, associations de malades, soignants, chercheurs et industriels. Madame la ministre, soyez assurée que vous pouvez compter sur nous, tous ici présents, pour faire face aux nombreux défis qui nous attendent et pour continuer à construire à vos côtés un véritable avenir pour les 3 millions de personnes concernées par les maladies rares en France. Nous vous remercions tous pour votre présence et je vous cède la parole. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la Fondation Maladies Rares, cher Jean-Louis Mandel, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la Directrice Générale de l'Offre de Soins, chère Katia Julienne, Madame la Directrice Générale adjointe de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, chère Christelle Carbonel, Madame Marie-Pierre Bichet, chère Madame Marie-Pierre Bichet, je sais que vous êtes vice-présidente de l'Alliance Maladies Rares, merci de cet accueil. Vous êtes nombreux ici, professionnels de santé, chercheurs, vous êtes parfois représentants de patients, représentants de familles, Mesdames et Messieurs. Nous nous sommes fixé l'objectif il y a plus d'un an, en construisant le 3e plan national maladies rares, d'améliorer les connaissances, la prise en charge et la qualité de vie des 3 millions de personnes atteintes de maladies rares. Avec Frédéric Vidal, nous avions voulu tirer profit des innovations technologiques pour surmonter les impasses diagnostiques et thérapeutiques, qui sont toujours, nous le savons, synonymes d'impuissance de la médecine et donc de détresse des patients et de leurs familles. Tenir compte de cette détresse, c'est aussi mieux accompagner les patients, non seulement dans le parcours médical, mais également dans le parcours de vie. Sur ce point, la stratégie de mobilisation et de soutien en faveur des aidants, qui a été lancée par le Premier ministre il y a une quinzaine de jours, et que je porte avec Sophie Cluzel, doit permettre d'atteindre des objectifs du plan maladies rares en ciblant de manière très concrète la vie des malades et de leurs proches. Ce plan bénéficie de 400 millions d'euros pour les 3 prochaines années et vise à rompre l'isolement des aidants au quotidien, à leur permettre de conserver une activité professionnelle en bénéficiant de l'allocation journalière de présence parentale de façon fractionnée par demi-journée, et doit permettre d'ouvrir de nouveaux droits sociaux. C'est ce que nous avons annoncé, c'est le congé proche aidant indemnisé pour une durée de 3 mois dans la carrière, et doit également permettre de développer des offres de répit. Je tenais à évoquer cette stratégie, même si elle est parallèle, si je puis dire, au plan maladies rares, mais parce que lorsque l'on parle de maladies rares, on parle bien entendu d'abord des patients, mais aussi de parents, d'enfants, frères et sœurs, et de tous ceux dont la vie n'est plus tout à fait la même dès lors que cette maladie apparaît.
Donc, 1 an après le lancement du 3e plan national maladies rares, je souhaitais être devant vous pour faire un premier bilan. Le rapport annuel du comité stratégique sera mis en ligne dans les prochains jours et nous pouvons d'ores et déjà en être fiers. J'en profite pour remercier très chaleureusement les 2 vice-présidents du comité opérationnel du plan, les professeurs Pouget et Tournier-Lasserve. Je pense aussi à l'ensemble des membres des différents comités dont certains sont présents aujourd'hui dans cette salle et également au service du ministère des Solidarités et de la Santé et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui ont remarquablement assuré le suivi. Parmi les réalisations auxquelles vous, associations, professionnels de santé, industriels ou pouvoirs publics, avez contribué, j'insisterai sur 3 points. Les efforts de structuration d'abord, les travaux pour réduire l'errance diagnostique ensuite, et enfin, les avancées en matière de recherche et d'accès à l'innovation qui se conçoivent à l'échelle nationale, bien sûr, mais aussi et surtout à l'échelle européenne et internationale. Je commencerai par les efforts de structuration. Et le choix que nous avons fait en matière de structuration, c'est de donner la priorité aux filières de santé maladies rares pour coordonner les actions de chacun et éviter la dispersion des énergies. Équipes de soins, équipes médico-sociales et éducatives, équipes de dépistage et de recherche, partenaires associatifs, réseau européen de référence, vous le voyez, les acteurs sont très nombreux. Et la bonne coordination est primordiale dans l'accompagnement. Je pense ici tout particulièrement à certaines étapes clés, comme l'annonce du diagnostic ou la transition de l'adolescence à l'âge adulte. La 2e campagne de labellisation des filières de santé maladies rares a été engagée en septembre 2018 et les filières ont eu leur premier comité de pilotage en juillet dernier. Cette labellisation fait suite à celle des centres de référence maladies rares menée au cours de l'année 2017 et qui était l'aboutissement du précédent plan. Forte d'un financement de près de 65 millions d'euros sur 5 ans, cette labellisation est l'une des premières actions du 3e plan national et elle est fondatrice de beaucoup d'autres actions. Je pense par exemple à la définition des indications pour une analyse du génome, à l'organisation des réunions de concertation pluridisciplinaires, d'amont, et à la formation des professionnels qui sont portés par les filières en lien également avec le plan France Médecine Génomique. Depuis le printemps 2019, 4 autres appels à projets ont été lancés. Ces projets ont vocation à harmoniser les parcours des diagnostics et les prises en charge à travers les protocoles nationaux de diagnostic et de soins, les fameux PNDS. Ils doivent aussi permettre de coordonner les acteurs sur les territoires par des plateformes d'expertise maladies rares, avec 4 projets en Outre-mer, et de placer la personne malade au cœur des parcours de soins en soutenant des programmes d'éducation thérapeutique des patients. L'ensemble de ces appels mobilise près de 7 millions d'euros pour l'année 2019. Nous poursuivons donc de cette manière l'incroyable dynamique de structuration des forces dans le champ des maladies rares qui fait de la France une nation de premier plan en Europe en matière de qualité des soins et de performance de sa recherche. Parce que c'est un fait, en 2019, la France a renforcé sa place de leader au sein de la politique européenne en coordonnant 3 réseaux européens de référence maladies rares supplémentaires, ce qui porte à 8 depuis mars 2019 les réseaux coordonnés par la France sur les 24 réseaux européens existants. Je souhaite saluer les centres hospitalo-universitaires qui font la démarche depuis des années de soutenir, avec l'aide des pouvoirs publics, cette expertise dans les centres maladies rares. Je sais que cela nécessite des investissements constants pour que les malades bénéficient des meilleurs soins. Mais ces efforts sont essentiels. Et ma conviction profonde, c'est que prendre en charge un malade atteint d'une pathologie rare et grave, c'est la vocation et c'est tout l'âme des CHU à la française. Ainsi, je tiens à ce que les financements spécifiques des missions de recours des CHU, telles que les maladies rares, soient consolidés.
J'en viens aux travaux qui visent à réduire l'errance diagnostique. Je rappelle les chiffres. La moitié des malades atteints de maladies rares n'ont pas de diagnostic précis. Le temps moyen entre les premiers symptômes et le diagnostic, vous le savez mieux que personne, est de 18 mois. Et il est parfois, trop souvent, de plusieurs années. Nous le savons, l'errance diagnostique aboutit à une vraie perte de chance intolérable. Information, formation, dépistage, outils diagnostiques, connaissances, ce sont tous ces leviers que le plan doit mobiliser. Les filières ont donc reçu des financements dès cette année pour améliorer les parcours et développer les réunions de concertation pluridisciplinaires afin de sécuriser les diagnostics. Cette mesure soutient aussi la mise en place des RCP d'amont et d'aval vers les plateformes de séquençage haut débit du plan France Médecine Génomique 2025. Avec ce plan, le plan France Médecine Génomique 2025, je rappelle que la France se dote d'un dispositif d'analyse génomique sécurisé, conçu d'emblée pour être intégré aux soins et totalement public. Il aura fallu 4 ans pour que les premiers échantillons de patients soient envoyés et analysés sur les 2 premières plateformes. C'est évidemment long, trop long, mais vous avez suivi leur mise en place et nous avons tous beaucoup appris. Les 2 plateformes, Oragen et Sequoia, sont devenues opérationnelles courant juillet de cette année. Depuis mars 2019, ces 2 plateformes s'articulent avec les filières maladies rares pour organiser le parcours de soins propre à chaque pré-indication d'analyse génomique. 14 pré-indications ont ainsi été validées, dont 9 pour les maladies rares. Le nombre de ces pré-indications va s'étendre, et je m'y engage. Il devrait être possible de les doubler d'ici la fin de l'année dans le champ des maladies rares, en s'appuyant notamment sur l'expérience britannique. L'équipe de pilotage du plan France Médecine Génomique modélise la montée en charge du dispositif en fonction du développement des nouvelles indications et de la courbe d'apprentissage des organisations pour déterminer le nombre de nouvelles plateformes nécessaires à court terme. Ces plateformes devront être capables de prendre en charge l'intégralité des pré-indications et, à plus long terme, des indications validées par la Haute Autorité de Santé. Enfin, le plan ne prendra toute sa dimension qu'avec la mise en place du collecteur analyseur des données. Ce collecteur constituera une base de connaissances unique, j'ai même envie de dire unique au monde. Une évaluation du projet final est en cours par le Secrétariat général pour l'investissement et des experts internationaux s'agissant d'un financement du PIA. Le plan France Médecine Génomique 2025 est un projet crucial pour l'avenir, mais il faut être lucide, c'est un investissement de moyen et de long terme. Pour lutter contre les pertes de chance, il nous faut aussi renforcer rapidement les dépistages néonataux. Ici, il ne s'agit pas de réduire l'errance diagnostique face à une maladie difficile à caractériser, mais de dépister sur l'ensemble des nouveau-nés français qui sont asymptomatiques certaines pathologies pour lesquelles un test fiable existe et dont la prise en charge précoce apporte un bénéfice prouvé. Le dépistage néonatal est un enjeu majeur en matière de prévention, de prévention secondaire de certaines maladies rares dont les conséquences peuvent être graves, voire létales ou génératrices de handicaps sévères. Force est de constater que la France, qui était autrefois pionnière, a pris du retard avec seulement 5 maladies dépistées par prélèvement d'une goutte de sang au talon, auquel s'ajoute le dépistage, vous le savez, de la surdité. Nous avons réaffirmé cette priorité en travaillant avec l'ensemble des parties concernées pour structurer davantage cette activité et mieux répondre aux besoins de la population générale. Depuis 2018, le dépistage néonatal est organisé par des centres régionaux de dépistage néonatal qui relèvent du pilotage des ARS. Des investissements dans des équipements performants vont nous permettre d'augmenter le nombre de maladies dépistées. Le déploiement effectif du dépistage du déficit en acyle-CoA déshydrogénase, des acides gras à chaîne moyenne, ce qu'on appelle le MCAD, est prévu au premier trimestre 2020.
Près de 3 millions d'euros ont été délégués cette année pour financer des spectromètres. C'est dommage, j'en avais un dans mon laboratoire. À l'époque, je savais prononcer le mot, mais c'est pas grave. Comme quoi, je me suis éloignée du terrain. Spectromètre de masse au titre de ce nouveau dépistage. La Haute Autorité de Santé est également saisie pour étendre les indications des dépistages néonataux à d'autres pathologies. Elle rendra, d'ici la fin de l'année, un avis sur le dépistage du déficit immunitaire combiné sévère, les DICS, et d'autres erreurs innées du métabolisme, ainsi que sur l'extension du dépistage de la drépanocytose en métropole. Lors de la lecture du projet de loi de bioéthique à l'Assemblée nationale, certains parlementaires souhaitaient inclure, je me tourne vers vous, Monsieur Bertha, mais vous allez en parler, je crois, vous en avez peut-être déjà parlé. Donc, ça a été l'occasion d'un débat, donc avec Monsieur Bertha notamment, donc certains parlementaires ont souhaité inclure dans le dépistage néonatal les tests génétiques en première intention. Et je comprends évidemment les préoccupations exprimées et les espoirs que font naître ces nouveaux moyens de dépistage. Aujourd'hui, nous n'avons pas de certitude sur le fait que des dépistages par test génétique en première intention en population générale répondraient aux critères internationaux de pertinence des programmes de dépistage en population générale. Et cette absence de certitude s'explique aussi par des questionnements éthiques de premier plan relatifs à la sensibilité des données génétiques et qui appellent à la prudence. Il reviendra donc à la HAS d'évaluer le recours à des examens génétiques dans le cadre de sa mission réglementaire et dans le cadre méthodologique actualisé qu'elle aura défini pour identifier non seulement de nouvelles pathologies, mais de nouveaux tests à réaliser en néonatal. Vous l'avez compris, nous avançons dans un cadre qui me semble protecteur, et comme tout programme de dépistage, le programme de dépistage néonatal fait l'objet d'arrêtés pris après avis de la Haute Autorité de Santé. Je voudrais maintenant parler de recherche et d'innovation, car ne l'oublions pas, la majorité des maladies rares sont orphelines de traitement et la recherche est une nécessité absolue, et c'est le thème de vos rencontres. Des efforts de structuration et de coordination ont été menés entre nos deux ministères, celui de Frédérique Vidal et moi-même, avec toute la communauté des maladies rares pour accélérer le développement des connaissances, mais également pour accélérer l'évaluation de nouvelles stratégies de prise en charge et la recherche au niveau européen, avec le lancement en janvier 2019 de l'European Joint Programme pour les maladies rares. Comme vous le savez, ce programme regroupe des activités de financement de la recherche, une plateforme d'échange de données et de services, des formations, des aides à la valorisation de la recherche sur les maladies rares et le soutien à la mise en place d'essais cliniques. Le premier appel à projet transnational conjoint de cette European Joint Programme maladies rares a été lancé. Les projets intégrant des partenaires français seront financés par l'Agence nationale de la recherche à la hauteur de 3 millions d'euros. Et les résultats devraient être connus très prochainement. Autre engagement tenu en 2019, un budget supplémentaire de 2 millions d'euros par an sur 5 ans a été consacré par l'ANR aux recherches translationnelles sur les maladies rares. Cet engagement a permis le soutien de 13 projets cette année, soit 4 de plus qu'en 2018. Le plan national maladies rares avait également annoncé un programme de recherche sur les impasses diagnostiques. Il est en cours de cadrage, il est coordonné par l'INSERM et ce programme soulève déjà, et c'est bien légitime, de nombreux espoirs. Une autre initiative concerne le partage des données pour renforcer la recherche, l'émergence et l'accès à l'innovation par la création d'un entrepôt de données pour les maladies rares, un entrepôt de qualité, de données interopérables et réutilisables. L'entrepôt des données de santé de la Banque nationale de données maladies rares vient tout juste d'être autorisé par la CNIL, c'était le 5 septembre dernier. Cet entrepôt contiendra notamment des données précieuses d'observation clinique. Le projet sera accompagné par le Health Data Hub et fera le lien avec le Système national des données de santé, ce qu'on appelle le SNDS. Ces entrepôts de données ont tous vocation à alimenter le Health Data Hub
comme toutes les données de santé qui sont financées par la collectivité, c'est-à-dire par notre système de santé, notre système de solidarité nationale. Ainsi, vous l'avez compris, l'ambition du plan national maladie rare en termes de recherche doit nous inspirer dans nos travaux sur la future loi de programmation pluriannuelle de la recherche, car il y a une concomitance des temps. Pour des thématiques précises, on voit bien la force d'une approche intégrée de la recherche fondamentale à la recherche épidémiologique et l'importance des synergies de nos efforts avec les démarches européennes. Ainsi, vous pouvez compter sur mon engagement pour promouvoir encore et toujours l'accès aux traitements innovants. Et je tiens à rappeler que les patients français bénéficient d'un large accès aux nouvelles thérapies, qui leur sont par ailleurs accessibles à un stade précoce grâce au dispositif des autorisations temporaires d'utilisation. Mais nous irons plus loin. Le ministère des Solidarités et de la Santé a engagé des travaux depuis juillet avec la Haute Autorité de Santé et l'ANSM en vue de proposer des aménagements au dispositif des autorisations et des recommandations temporaires d'utilisation. En effet, il faut pouvoir prendre en considération les difficultés de présumer d'un rapport bénéfice-risque favorable lorsqu'un médicament est prescrit pour une maladie rare du fait de l'insuffisance de données disponibles. Ces aménagements au dispositif des ATU et des RTU seront réfléchis au regard de la nouvelle mission donnée aux filières maladies rares de mettre en place des observatoires des traitements. Vous l'avez compris, j'avais toute confiance avec Frédérique Vidal que nous saurions collectivement nous saisir de ce nouveau souffle apporté par ce troisième plan. Je viens de vous faire état de l'avancée des travaux de cette première année de mise en œuvre. Et je pense que cette première année de réalisation nous donne raison. Le programme de vos rencontres résonne avec les grandes priorités du plan et lance ainsi une deuxième année de mise en œuvre que j'espère tout aussi dynamique. Vous le savez, les besoins sont grands. Ils peuvent l'être parce que nos engagements collectifs le sont aussi et parce que les espoirs de ces enfants et de leurs familles sont en fait notre moteur à tous. Je vous remercie.